C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1, la panafricaine. Soyez les bienvenus dans le Talk Afrique. Avec 420 millions de jeunes âgés de 15 à 35 ans, l'Afrique est un continent jeune. Si cette jeunesse constitue un avantage certain sur lequel peut miser le continent africain pour sa croissance, elle constitue également un défi majeur en termes d'éducation et de formation. Pour de nombreux acteurs du secteur, les nouvelles technologies constituent une réponse adéquate à ce nouveau contexte de démographie et sociale. Éducation et technologie, les grands défis pour le continent africain, on en parle dans cette émission. Et pour en discuter, nous sommes très heureux de recevoir M. Dialoué Dodo Alexis. Bienvenue sur notre plateau. Merci, je suis heureux d'être là. Vous êtes expert télécom, écrivain, auteur du livre intitulé « Pourquoi l'Afrique noire ne fabrique rien ?» Science et technologie, donc un passionné des questions liées à la science et à la technologie. Nous saurons davantage tout à l'heure au cours de l'émission. Avec nous en plateau également Gosé Franck Hervé, fondateur de l'organisation Youth Education et de African Youth Solution Center. Bienvenue sur notre plateau. Merci pour l'invitation. Alors, vous êtes aussi un modèle inspirant pour les jeunes entrepreneurs, pour les jeunes qui se battent, parce qu'à travers votre organisation, ce sont des questions de bénévolat, d'éducation, de citoyenneté, de gouvernance, et liées aussi aux questions entrepreneuriales. En effet. Merci d'être sur notre plateau. Première question pour vous, monsieur Dialoué Dodo Alexis. Votre ouvrage, Pourquoi l'Afrique noire ne fabrique rien? La question que nous vous posons, c'est de savoir est-ce qu'il n'y a pas de chercheurs, il n'y a pas d'inventeurs sur ce continent africain pour l'Afrique noire? Non, il y a des chercheurs, il y a des inventeurs sur le continent. Une chose est d'inventer, mais une autre chose est que cette invention participe effectivement au progrès des sociétés, à l'utilisation usuelle sur nos marchés, dans notre environnement. Et malheureusement, en Afrique, effectivement, il y a des chercheurs, il y a des inventeurs, mais véritablement, l'impact de leur travail sur notre environnement, à l'instar des autres continents, vraiment, c'est minime, c'est infime. C'est pour cela que le titre de mon ouvrage est un titre qui provoque et qui amène aussi à la réflexion, savoir et véritablement qu'est-ce que nous faisons dans le progrès pour que nos sociétés aussi épousent la science, épousent la technologie à l'instar des autres sociétés. D'accord, vous avez lâché le mot la science. Depuis l'école primaire, depuis des années, on enseigne la science. Mais donc on a des scientifiques, il y a même des écoles qui mettent en avant les scientifiques. Il y a des chercheurs, il a dit, ici en Côte d'Ivoire, en Afrique. Mais quel est le problème? Pourquoi on a l'impression que leurs œuvres ne sont souvent pas promues? Je pense que il y a un manque de solidarité envers ces personnes qui arrivent à inventer ou à créer des choses et de visibilité. Parce que très souvent, on voit sur les réseaux sociaux des jeunes qui inventent même des vélos, des véhicules, des drones et tout. Mais après ça, qu'est-ce qu'on voit? Quelle est la structure qui les encadre? Comment on améliore déjà le produit brut qu'ils créent, de sorte que ça devient un produit fini qui puisse servir même la population. Au-delà de ça, il y a aussi, au-delà de l'accompagnement, il y a aussi le fait que le jeune lui-même n'est pas prêt à valoriser ce qui vient de l'Afrique. On valorise plutôt ce qui vient de l'Europe, ce qui vient d'ailleurs, c'est à cela qu'on est habitué. Et malheureusement, cela décourage les personnes qui recherchent parce que trouver, c'est quand même difficile de trouver. Donc quand on trouve et qu'on est laissé pour compte, c'est clair que demain on ne se mène pas sur ce chemin-là de recherche et de trouver quelque chose qui puisse servir la communauté. Je pense qu'au-delà de ça, il y a aussi vous savez, pour moi, il y a un gros problème de culture en Afrique parce que on n'accepte pas, comme j'ai dit, on ne valorise pas ce qui vient d'ici et cela demande aussi une volonté politique de pouvoir quand même faire la promotion du Made in Africa ou Made in Côte d'Ivoire. Je pense que c'est tous ces concepts-là qu'on doit créer et qu'au fur et à mesure, on puisse mettre dans la tête de chaque Africain, de chaque Ivoirien, qu'il faut déjà consommer local et après penser à voir ce qui vient de l'extérieur. Donc je pense que toute la couche de la société est touchée parce qu'on importe tout. Malheureusement, même la nourriture, on n'est pas autosuffisant.
pendant qu'on a toute la belle végétation, tout le beau climat, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir produire. Donc, je pense que c'est un peu lié à la culture, à la conscience de chacun de nous, et puis c'est la responsabilité qui est partagée de tous. Plus de 60 ans, vous voulez intervenir sur ça, plus de 60 ans après les indépendances, l'Afrique est dans l'école formelle, a les mêmes chances, je dis les mêmes contacts, les mêmes outils que les autres. Pourquoi encore aujourd'hui ce stéréotype existe encore chez la plupart de ces Africains qui ne voient que ce qui vient de l'extérieur comme bon et rejettent parfois ce qui est local? Je crois qu'il faut faire attention parce que les progrès techniques et les progrès technologiques émanent d'abord de la volonté des États à s'y investir. Dès l'instant où les États ne s'y investissent pas, on peut beau travailler, on peut beau inventer, ça ne bougera pas. Les nations que vous voyez, Corée du Sud, Japon, Chine maintenant, Inde, etc., je ne parle même pas de l'Europe, mais leur développement technologique est parti d'abord de la volonté des États à avancer. Dès l'instant où cette volonté est affichée, alors on va mettre en place des structures pour valoriser cela. Tout à l'heure, mon jeune frère disait, on peut inventer un vélo. J'allais dire, on peut concevoir un vélo made in Côte d'Ivoire. Mais ce vélo-là, il est au stade prototype. Il faut que ce vélo soit industrialisé, qu'il y ait des structures pour pouvoir fabriquer ce vélo-là et qu'il soit utilisé par les populations. Est-ce que ces structures existent? Dès l'instant où ces structures n'existent pas, on va rester au stade du prototype. Le chercheur va peut-être se morfondre, mais dès l'instant où il n'y a pas une volonté globale d'accompagnement, on ne pourra pas bouger. Si vous me permettez de prendre un pays comme la Chine. La Chine a eu deux phases. Une phase d'abord d'acquisition du savoir-faire, en matière de sciences appliquées, donc de fabrication de ce qui est déjà fait. Et puis après, maintenant, elle rentre dans la science fondamentale où elle va rechercher ce qui n'existe pas, comme cela se fait généralement en Occident. Mais donc, si ce savoir-faire-là n'est pas cultivé et n'est pas endossé par les pouvoirs publics pour permettre que nous fabriquons, ce serait difficile. Les gens vont chercher, ils vont trouver, mais on ne pourra pas aller de l'avant. Je pense que c'est extrêmement important. Et moi, je milite fortement à ce que nos États s'investissent dans cette problématique parce que quand on regarde, je reviens toujours, la pyramide des âges en Afrique, vous venez même de le dire, 400 et quelques millions de jeunes. Pour cette main-d'œuvre-là, il faut pouvoir s'engager résolument, mais en allant vers les modèles de venez chez nous, nous avons la main-d'œuvre, venez fabriquer chez nous la main-d'œuvre, j'allais dire, quasiment moins chère. Venez et par là, on apprend et nous aussi, ça nous permet de nous avancer. Et je pense que c'est vraiment là où nos États doivent s'investir pour encourager les initiatives. Parce que quelqu'un qui est dans son coin, qui invente et qui trouve que ça ne sert à rien, alors que c'est toutes ces inventions-là qui portent le développement, il peut se rebuffer et vaquer à autre chose. Cela nous amène à penser à la question des besoins du continent africain en matière de technologie, en matière de digital. Le monde est en train d'évoluer, il y a eu des mutations sociales, il y a la forte concurrence, il y a la mondialisation. Aujourd'hui, on parle de SLECAF. Quels sont les besoins en termes de technologie, à tel point que, comme M. Dodo Alexis l'a dit, certains États n'ont pas cette volonté-là d'inscrire au programme ce genre de choses, selon vous. Vous savez, moi je vais aller sur un cas pratique. Je travaille professionnellement, je suis conseiller santé-sécurité, donc senior conseiller sécurité pour l'Lycopodium, qui est une multinationale, et nous travaillons dans les mines et les pétroles. Et pour l'expérience que j'ai, pour avoir pratiqué le métier pendant 8 ans, combien d'Africains peuvent travailler à ce niveau-là? J'ai été par exemple le seul Africain dans mon entreprise pendant peut-être 8 années ou 7 années avant que d'autres Africains rejoignent l'équipe. Parce qu'on ne s'y intéresse pas. C'est des métiers nouveaux. C'est des nouveaux métiers en fait qui sont en Afrique. Vous allez par exemple sur des plateformes de mines où les gens sont encore en train de creuser à la daba et que les Blancs viennent avec des machines pour travailler sur tout ce qui est recherche, tout ce qui est construction de l'usine, la plateforme, tout ce qui est extraction et production. C'est clair que les résultats ne seront pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Le temps qu'on prend pour creuser, le risque,
des personnes qui meurent, vous ne pouvez pas compter, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de jeunes qui meurent dans ces... Et l'autre côté, il y a la sécurité, c'est là que je travaille, il y a la sécurité, et il y a même le produit qu'on arrive à avoir en quantité. Donc du coup, moi je m'amène à poser la question de savoir, ces gens-là, ou mes collègues, parce que je travaille avec eux depuis 8 ans, ils signent des contrats avant d'avoir des projets sur l'Afrique. Voilà. Mais ces projets-là, est-ce que pour la main-d'œuvre qui vient de l'extérieur, parce que si j'étais le seul noir, imaginez que toute l'équipe venait de l'Australie, l'Angleterre, l'Europe, partout, sauf en Afrique. Est-ce que quand l'État voit ces personnes-là rentrer en Afrique ou en Côte d'Ivoire pour travailler sur des produits qui peuvent développer le continent, qui est notre richesse d'abord de base, est-ce que quand l'État regarde ça, cela n'est pas un indicateur pour l'État de créer des formes de formation qui puissent donner l'opportunité à ces jeunes-là de travailler à cette échelle-là? Pour moi, c'est des questions qu'on se pose. Et à mon niveau, ce que je fais, par exemple, c'est un programme que je crée qu'on appelle Youth in Mining. Donc, j'initie les jeunes au métier des mines. Et ce programme, on a la 2e édition, par exemple, où je prends 40 jeunes, on les forme, je leur permets de pratiquer le métier, donc de faire des visites terrain. Et derrière, quand ils ont la connaissance, ils comprennent, j'essaie de les insérer dans les entreprises partenaires que je connais, que je côtoie et tout ça. C'est ma réponse à moi pour ce problème-là, par exemple. Voilà, donc pour vous répondre, comme M. Dodo le disait, c'est une véritable volonté politique qu'il faut. C'est une véritable volonté politique qu'il faut. Ce que le blanc fait en 1 minute, nous on prend 4 jours, 1 semaine, 10 heures pour le faire. Et pour moi, je ne sais pas pourquoi cela... Ça ne correspond pas aux besoins. Ça ne correspond pas aux besoins. Et aujourd'hui, il y a des ministères qui existent et qui doivent réellement travailler sur ces cas-là. Parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé de 400 millions de jeunes. Mais ces jeunes-là, il y en a 400 000 qui sortent de l'université chaque année et qui ne savent même pas où aller. Qui vont se retrouver à passer des concours d'insertion à la fonction publique. D'autres vont aller refaire des programmes de restructuration, de formation. En effet. Et c'est en cela que nous, c'est ce problème-là qu'on répond en fait, en termes de avec Youth Education. C'est de leur permettre d'aller à l'essentiel. De ne pas leur permettre de faire un cursus de 10 ans et après ils n'ont rien à faire ou après il n'y a rien à offrir. C'est de leur permettre de faire des formations courtes de 6 mois, vraiment focus sur un objectif, mais avec avec des opportunités après. Très bien. Voilà, donc du coup, c'est comme ça que je pense qu'on peut répondre à ce problème-là. Revenons sur les besoins en termes de technologie dont tu as besoin, qui sont les besoins primaires de l'Afrique aujourd'hui, en matière de technologie. À quel niveau est-ce que nous en sommes? J'allais dire, peut-être que nous sommes à niveau 0. En termes de production des technologies, pas en termes d'usage. Consommation. Parce qu'il faut bien faire la différence entre la production technologique et l'usage. L'usage, oui, nous savons bien utiliser quelques technologies qui nous parviennent, mais en termes de production, je pense que nous sommes à un niveau relativement bas et qu'il faut relever. La production part d'abord de l'éducation et de la volonté de faire. Je reviens souvent j'aime bien dire, il faut que nos États provoquent nos ingénieurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut leur donner des sujets structurants et les défier. Quand on regarde, on fait une vue un peu sur les réseaux sociaux, quand quelqu'un invente et qu'il poste son invention, on voit l'engouement qu'il y a autour. Il y a un engouement même de fierté d'être aussi comme les autres. Mais cet engouement-là, il faut le capitaliser en défiant les ingénieurs, en leur donnant des sujets structurants capables de nous propulser. Dès l'instant où on verra cette progression-là, les jeunes vont aimer la science. Ils vont aimer le savoir-faire et ils s'en donneront à ce que nous aussi nous soyons dans la production technologique. Et vraiment, je me dis, c'est extrêmement important pour tous parce que l'Afrique en a besoin. Dans l'espace, nous n'y sommes pas. Dans la mécanique auto, à peu près, quelques pays essaient. Dans l'électronique, même pas. Parce que quand je parle d'électronique, je parle de la production. Je parle de la production d'abord des composants électroniques avant d'atteindre l'assemblage que nous avons. À peine quelques pays en Afrique le font. Dans la chimie, à peu près, etc. Nous sommes en retard sur tous les domaines. Et pourtant, ce n'est pas les énergies qui manquent. Moi, je me dis, on peut toujours parler des niveaux d'éducation, mais dès qu'on commence à défier les gens, entre guillemets, c'est-à-dire à donner des sujets structurants aux jeunes qui s'invitent à aller au-delà d'eux-mêmes, le déclic va venir. Et c'est pour cela que
On me dit la formation, je dis oui. Le niveau de formation peut être bas, je peux dire oui, je peux dire aussi non, mais il faut donner des sujets. Moi, je suis enseignant. Et à mes étudiants, je donne des sujets osés. Quelquefois, il y en a qui se rebuffent, mais il y en a qui disent, on va essayer. Et puis, progressivement, je vois, ils découvrent que c'est des choses qui sont faisables. Moi, je pense que c'est par là d'abord on doit commencer. Il faut mettre les gens en confiance. Et puis, il faut identifier dans l'économie les secteurs prioritaires. Quand les gens... prenons simplement les pousse-pousse que nous avons sur nos marchés. Imaginez qu'on les modernise. On met des freins. On met peut-être des positions GPS, peu importe. Ça va être une innovation majeure qui pourra trouver du sens, etc. Pour moi, on a vraiment intérêt à ce qu'on avance sur le continent en touchant les problématiques essentielles et en encourageant les gens qui ont le savoir à aller vers le savoir-faire pour que le pays progresse, pour que le continent progresse. D'accord. Quelle collaboration avec les structures de l'extérieur, les formateurs extérieurs qui, certainement, l'ont toujours fait dans la croissance du continent? À quelle proportion? Parce que bien des fois, on a laissé tout le terrain à l'extérieur en termes de formation, en termes d'expertise, et de plus en plus, on veut que le développement des Africains revienne aux Africains eux-mêmes. Mais jusqu'à quelle proportion et dans quelle mesure il faut le faire? Moi, je pense que c'est la base, ça dépend de la base ou bien du composant même de l'éducation. Donc, l'éducation nationale doit pouvoir s'approprier en fait tout ce qui est valorisation de la technologie, de la recherche, depuis le bas âge avec les enfants. Ça se voit en Chine, on voit des documentaires, on voit des vidéos où des enfants apprennent à fabriquer des téléphones. C'est un jeu. C'est des jeux, c'est un jeu pour eux. Pendant que nous, nos enfants ici, ils sont encore en train d'apprendre à naviguer sur les réseaux sociaux. Du coup, pour moi, c'est quelque chose qui doit commencer dès le bas âge. Donc déjà, créer dans notre curricula de formation ce volet technologie, de sorte à pouvoir détecter rapidement les talents des enfants dès le bas âge, pour ceux qui sont électroniciens, pour ceux qui aiment la chimie, pour ceux qui aiment la mathématique. Donc pour moi, c'est quelque chose qu'on doit vraiment commencer dès le bas âge, je le redis. Et après, au secondaire, commencer quand même à créer des centres, de sorte que même pendant les vacances, ces jeunes qui ont ces talents-là soient accompagnés dans la pratique de ce qu'ils auront appris de façon théorique à l'école. Et il faut tout un système. C'est pour ça qu'on parle de volonté politique. C'est pour ça qu'on parle d'engagement réellement étatique. Parce que sans ça, M. Dodo le disait, ça ne sert à rien en fait. Donc du coup, au lieu d'apprendre Christophe Colomb qui a fait le tour du monde, il faut revenir vraiment à apprendre à nos réalités propres. À nos réalités propres. On a des héros, il faut montrer aux jeunes des héros, des gens qui ont créé des choses en Afrique, en Côte d'Ivoire, qu'il faut présenter aux enfants pour leur dire c'est possible et pour leur donner aussi l'envie de vouloir créer. Mais je pense que c'est vraiment inexistant dans notre système. Parce que, regardons le programme de l'école primaire, il n'y a rien qui parle de recherche, il n'y a rien qui parle d'innovation, il n'y a rien qui parle de créativité. Je ne vois pas quand je recherche. Quand on prend le secondaire, après, à part la science physique, il n'y a rien réellement, il n'y a pas de laboratoire équipé, il n'y a pas de centre où on peut pousser un enfant à aller apprendre, à aimer la recherche. Pour les voyages, pour quelques voyages que j'ai effectués dans des pays développés, vous allez voir qu'il y a carrément un département qui est dédié à cela. Donc ce département-là recherche des talents dans toute la région, dans toutes les villes, pour les mettre ensemble. Ne pas leur donner la même éducation qu'on donne aux autres, parce que ceux-là, ils ont du génie. Voilà. Mais chez nous, on n'arrive pas à cibler, on n'arrive pas à reconnaître des enfants qui sont nés avec du génie. On mélange tout le monde dans le même panier. Et finalement, les mauvaises graines polluent les bonnes graines qui peuvent nous aider à avancer, parce que tout le monde n'est pas appelé à créer. Hein. Voilà, il faut le dire. Et pour moi, c'est quelque chose vraiment qui demande. Vous voyez, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle le plan national de développement de la jeunesse. Et ça fait partie du plan national de développement de la jeunesse. Mais comment c'est mis en avant? Comment c'est étudié? Quels sont les résultats? Les résultats après. Voilà. Donc, il ne s'agit pas d'écrire des documents. Il s'agit après de vérifier comment ça marche, de les tester et d'avoir des résultats concrets sur la population. D'accord. Oui, allez-y. Je voulais vraiment répondre ici sur ce que mon jeune frère a dit. Effectivement, il faut développer ce qu'on appelle la technoculture. C'est-à-dire cette ambiance qu'on a dans le pays à mettre la technologie au devant. En effet. Regardez aujourd'hui, dans notre pays, quel est le grand prix, quel est le prix décerné de façon publique avec tout ce qu'il y a comme engagement média des scientifiques?
quel est ce prix? Moi, je n'en connais pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quel est le prix de l'ingénieur qui a innové? Il n'y en a pas. Et c'est toutes ces choses-là qu'il faut faire. Parfois, c'est à Londres et dans d'autres pays qu'on va récupérer Exactement. l'innovation. C'est ce qu'il faut faire pour encourager les gens à aimer. Le chercheur qui se trouve au devant de la scène, avec une grande manifestation, je me dis, dans un grand hôtel, avec les autorités, et puis c'est le suspense. On dit, cette année, voici le scientifique qui a eu tel prix pour avoir fait tant. Voici l'ingénieur qui est primé pour avoir fait tant. Voici le meilleur mémoire de physique ou meilleur mémoire d'électronique. Vous allez voir, on va changer dedans. Les gens vont commencer à aimer la science. Et puis, pour les États, il y a un schéma classique. Le schéma technoculture, coopération internationale, invitation de ceux qui savent faire à venir s'installer chez nous et à produire. Regardons les statistiques. Regardons le nombre de téléphones que nous vendons peut-être en Côte d'Ivoire. Regardez le nombre de voitures qu'il y a, etc. On peut inciter les gens, par exemple, dire, venez produire chez nous. Quand on prend un pays comme la Chine, c'est ça. Venez produire chez nous, vous avez des facilités fiscales, et puis après, on apprend avec vous à faire, et puis après, nous ferons une partie de ce que vous faites, et puis après, à un moment donné, peut-être sur 10 ans, 15 ans, nous pourrons faire quelque chose de nous-mêmes. C'est le trajectoire. Et ce trajectoire-là, je pense qu'il est connu, mais il est temps qu'on s'y engage. Très bien. Quand on parle de développement aussi au plan technologique, il y a la diaspora. La diaspora africaine qui est dans les meilleures universités, dans les pays développés. C'est des compétences qu'on pourrait capitaliser et qu'on peut réinvestir dans l'Afrique. Alors, quelles sont les stratégies qu'on pourrait mettre en place pour encourager ces cerveaux qui font bouger le monde ailleurs à venir bouger l'Afrique? Déjà, si on doit aller sur une évaluation, vous allez prendre les membres du gouvernement, ils viennent de la diaspora. Le président de la République a fait ses études, il est réputé pour avoir fait ses études à l'étranger. Le Premier ministre, le ministre de la Jeunesse, donc la plupart des ministres. Donc ils ont appris et aujourd'hui ils mettent là au service des autres. Pour moi, ils doivent encourager aussi ceux qui veulent rentrer, ils doivent faciliter avec la bonne fiscalité pour eux, de sorte à venir et puis réellement donner de la chance à d'autres jeunes d'apprendre de ce qu'ils ont appris aussi à l'extérieur. Donc je reviens encore sur la volonté politique, malheureusement. C'est vrai que cela nous incombe tous, c'est pour ça que chacun de nous essaie de faire. Monsieur Dodo écrit son livre, moi j'ouvre mon centre de recherche. La preuve, mon centre s'appelle Recherche de solutions pour les jeunes. Ouais. Donc c'est ma manière à moi aussi de, vous aujourd'hui vous êtes à la télé, vous innovez avec un sujet. Voilà, donc je dis, chacun de nous fait sa part et ça commence, mais il faut une volonté pour encadrer tout ce qu'on fait, pour valoriser tout ce qu'on fait. Moi je suis content quand le président par exemple nous décerne le prix d'excellence parce qu'on arrive à insérer le maximum de jeunes dans un emploi. Mais encore, voilà, il faut aller au-delà. Il faut valoriser encore beaucoup plus. Et ça va encourager encore même la diaspora de venir parce qu'ils se diront, j'ai appris mieux que celui qu'on a récompensé. Donc je peux venir faire et ça peut créer. Voilà. Et au-delà de ça aussi, il y a de la communication autour de la jeunesse qu'il faut avoir. Ou bien autour de la population. Je parle de jeunesse parce qu'on est 75,6%. Donc la population est jeune. Donc il faut avoir de la communication. Quelle est la communication qu'on fait autour de la population africaine? Qu'est-ce qu'on voit le plus? Qu'est-ce qu'on met en avant le plus? Monsieur Dodo parlait de concours. Aujourd'hui, le concours le plus grand à Abidjan, c'est Miss Côte d'Ivoire. Pour une voiture gratuite, 20 millions de francs, c'est en pompe, vous voyez. On sait ce que ça coûte aujourd'hui, mais pour la science. Moi, j'ai eu la chance de participer à la réunion. Une fois, il y a un monsieur qui m'a appelé, je suis allé au plateau, et je suis tombé sur la réunion des inventeurs de Côte d'Ivoire. Mais je vous dis... ça m'a choqué de savoir qu'ils sont en train encore de rechercher à comment on peut louer la salle pour pouvoir faire notre événement. Vous voyez, j'étais assis, je regardais, j'écoutais, mais ça m'a pincé le cœur. Parce qu'en réalité, ce n'est pas à eux de chercher des fonds. C'est eux qu'on doit pousser. C'est eux la priorité du continent. C'est eux qu'on doit mettre en avant. C'est à eux qu'on doit donner tout ce qu'il faut pour faire valoriser ou bien pour faire valoir la recherche, la technologie et l'évolution de l'Afrique. Voilà. Et il faut aussi dire aux jeunes, ou bien il faut dire à la population que tout le monde entier est en concurrence. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore compris. Justement, on a parlé de la concurrence tout à l'heure. Ok, donc je fais la transition. Voilà. Tout le monde entier est en concurrence. Quand les Africains que nous sommes allons aux États-Unis ou en France, on sent le français en train de se concurrencer. On le sent facilement. Voilà. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on apporte nous? De quoi on est fier, pas Didier Drogba? Quand on arrive à dire on vient du pays de Didier Drogba, on peut dire qu'on vient du pays où on a créé par exemple X et Y. Ouais. Voilà.
Donc du coup, il faut que le monde comprenne que le monde est un concurrent. Et celui qui crée le plus est celui qui a le plus d'argent parce que c'est acheter sa création. Et c'est celui qui est le plus puissant, il domine. Donc du coup, si l'Afrique veut revenir à l'échelle des nations, veut redevenir l'Afrique qu'on recherche tous, il faut vraiment faire la promotion, il faut donner les moyens qu'il faut aux inventeurs, il faut soutenir des gens qui pensent à la créativité et à tout cela pour vraiment évoluer dans le D'accord, à moins d'une minute sur la concurrence, allez-y. Ah oui, sinon je voulais peut-être rebondir rapidement sur la diaspora. Je m'étais permis de monter une association il y a, j'allais dire 18 ans. J'ai monté une association et j'ai cherché des gens à travers, j'ai vu une association répartie, où le bureau exécutif était réparti sur l'ensemble de la planète. Mais j'ai eu une adhésion des ingénieurs ivoiriens d'un certain niveau. J'en étais complètement ébahi. Et qui avaient cette rage de vouloir aussi aider le pays à avancer. Mais donc la diaspora, pour moi, elle est disponible. Elle est disposée à venir. Mais quand elle vient, elle doit trouver ce qu'il y a quelque chose à faire. Elle ne peut pas venir parce qu'elle a envie de venir. Elle vient parce qu'il y a un projet structurant qui demande sa compétence et ces ingénieurs-là pensent que, ou ces scientifiques pensent qu'ils peuvent contribuer à la réalisation de ce projet. Donc ils viendront avec leurs connaissances acquises qu'ils monnaient ailleurs pour les autres continents. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. La question de la concurrence, on aura l'occasion certainement de l'approfondir à une autre émission. Merci Dialoué Dodo Alexis. Vous êtes expert télécom, écrivain. On a eu du plaisir à échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci également à Gauzé Franck Hervé, fondateur de l'organisation Youth Education et de African Youth Solution Center. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. L'Afrique compte sur des ingénieurs qui ont des propositions ingénieuses. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Midi 1 TV Afrique.